Bonjour, chers téléspectateurs. Ceci est une histoire sur la famille, la trahison, et la force cachée qui vient avec l'âge. C'est à propos d'apprendre que parfois les personnes que nous aimons le plus peuvent nous blesser le plus profondément, et comment garder certains secrets peut être la plus grande bénédiction déguisée. Ce conte vous emmènera à travers le chagrin, le choc, et finalement, une forme de justice que seule la vie elle-même peut délivrer. Chaque mot que vous êtes sur le point d'entendre est un rappel que la sagesse vient avec les années. Et parfois, l'intuition d'une mère est la force la plus puissante de toutes. Mon nom est Cordelia Briscoe, j'ai 90 ans, et j'ai été bibliothécaire pendant 45 ans avant de prendre ma retraite. Je n'ai jamais pensé que je serais debout sur le porche de ma propre maison à mon âge, regardant mon fils unique changer les serrures de la maison que son père et moi avons construite ensemble. La pluie tombait fort ce matin d'octobre, trempant mon cardigan fin pendant que Tadeu se tenait là avec le serrurier, ne m'offrant même pas un parapluie. C'est pour le mieux, mère, a-t-il dit, sa voix froide comme le vent coupant à travers mes os. Laurette et moi avons besoin de notre espace, et tu as besoin de soins appropriés. La maison de retraite viendra te chercher dans 1 heure. C'est là que j'ai su que j'avais pris la bonne décision de ne pas lui parler de l'argent que son père m'avait laissé. Mon cher Marie Mortimer n'était parti que depuis 3 mois, et déjà notre fils me jetait comme le journal d'hier. Ce que Tadeu ne savait pas, c'est que 2 semaines après les funérailles, j'avais reçu un appel d'un avocat en Suisse concernant des comptes que Mortimer avait gardés secrets même de moi, des comptes valant 19 millions de dollars. Le serrurier évitait mes yeux pendant qu'il travaillait, se demandant probablement quel genre de fils met sa mère âgée à la porte. Je serrais ma petite valise, celle que Tadeu avait emballée pour moi avec juste assez de vêtements pour 1 semaine. Ne sois pas dramatique, avait-il dit quand j'avais demandé pour mes livres, mes albums photos, mes souvenirs d'une vie entière. Nous te les apporterons plus tard. Mais je savais mieux. J'avais élevé ce garçon, l'avais regardé grandir d'un enfant doux en un homme consumé par les gouchères de sa femme et sa propre cupidité. La camionnette de la maison de retraite s'est arrêtée, et j'ai vu ma belle-fille Laurette regarder depuis la fenêtre, un sourire satisfait sur son visage. Elle planifiait cela depuis des mois, laissant tomber des indices sur comment je devenais confuse et un fardeau. La vérité était que mon esprit était plus vif que jamais, assez vif pour voir à travers leurs stratagèmes et me protéger. Comme je montais dans la camionnette, j'ai tapoté mon sac à main où je gardais la carte de visite de l'avocat suisse. Il pensait qu'il se débarrassait d'une vieille femme sans défense. Il n'avait aucune idée de ce qui s'en venait. Le chauffeur était gentil, m'aidant avec ma ceinture de sécurité et demandant si j'étais confortable. « Première fois à Sunset Manor ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. À travers la fenêtre arrière, j'ai regardé ma maison de 60 ans disparaître, Tadeu rentrant déjà à l'intérieur sans un regard en arrière. La maison où je l'avais élevé, soigné pendant la varicelle, aidé avec les devoirs, célébré ses graduations. Maintenant il me verrouillait dehors comme si j'étais une étrangère. « Ne vous inquiétez pas, madame », a dit le chauffeur, remarquant mes larmes. « Sunset Manor est un endroit agréable. Ils prendront bien soin de vous. » Si seulement il savait que je n'y resterais pas longtemps. Mon mari Mortimer, que Dieu ait son âme, avait été un homme brillant. Un banquier d'investissement qui avait construit notre fortune modeste grâce à une planification minutieuse. Mais apparemment, il avait été encore plus brillant que je ne le savais. Les comptes suisses n'étaient que le début. Il y avait des propriétés en France, des investissements dans des entreprises technologiques, des collections d'art en stockage. Tout à mon nom maintenant. Tout inconnu de notre fils cupide. J'ai repensé à il y a 3 mois, tenant la main de Mortimer alors qu'il prenait son dernier souffle. « Prends soin de toi, Delia », avait-il murmuré. « Je me suis assuré que tu iras bien. » J'avais supposé qu'il parlait de nos économies régulières et de la maison. Comme j'avais tort. Le cancer l'avait pris rapidement, mais il avait eu le temps de tout arranger. Le temps de voir ce que je commençais seulement maintenant à comprendre, que notre fils avait changé, que le garçon que nous avions aimé était devenu quelqu'un d'autre entièrement. L'avocat, Monsieur Brennan, avait été très clair pendant notre réunion secrète. Votre mari était très spécifique, Madame Briscoe. Ses actifs devaient vous revenir à vous seul, avec des instructions de les distribuer comme bon vous semble. Il a mentionné des préoccupations concernant la femme de votre fils et son influence. Homme intelligent, mon Mortimer. Même mourant, il avait vu ce que j'avais été trop maternelle pour admettre. La camionnette s'est arrêtée devant Sunset Manor, un bâtiment gris qui ressemblait plus à une prison qu'à une maison. En descendant, j'ai pris une décision. Je jouerai le jeu,
serait la vieille femme confuse qu'ils attendaient. Laisser Tadeu et Laurette penser qu'ils avaient gagné. Les laisser saccager ma maison, cherchant des objets de valeur qui n'étaient pas là. Les laisser célébrer leur victoire sur une veuve sans défense. Parce que pendant qu'ils se félicitaient, je planifierais mon prochain mouvement. L'administratrice m'a accueilli avec une joie fausse, me montrant une petite chambre avec un lit simple et une minuscule fenêtre. Votre fils a payé pour le forfait de base, a-t-elle dit, ne rencontrant pas tout à fait mes yeux. Forfait de base. Après tout ce que j'avais fait pour lui, je ne valais que le forfait de base. J'ai souri et les remercié, jouant parfaitement mon rôle. Cette nuit-là, allongée dans ce lit étroit écoutant quelqu'un pleurer dans le couloir, j'ai pensé à la justice. Pas la vengeance, c'était trop simple. La justice. Le genre qui vient de montrer à quelqu'un exactement qui ils ont jeté. Le genre qui vient de bien vivre pendant qu'ils luttent avec les conséquences de leur choix. Demain, j'appellerai Monsieur Brennan. Demain, je commencerai ma nouvelle vie. Mais ce soir, je pleurerai le fils que j'avais perdu bien avant qu'il ne me verrouille dehors. Ce soir, je dirai au revoir à la femme qui avait aimé trop aveuglément et bonjour à celle qui s'aimerait d'abord. Sunset Manor sentait le désinfectant et la tristesse, mais je me suis réveillée ce premier matin avec une clarté inattendue. Assise dans la cafétéria, poussant le gruau à queue qu'ils appelaient petit déjeuner, les souvenirs de ma vie avec Mortimer ont inondé mon esprit. Nous nous étions rencontrés en 1952 lors d'une collecte de fonds pour la bibliothèque où je travaillais et où il faisait un don. Il n'était pas beau au sens traditionnel, mais ses yeux pétillaient d'intelligence et de gentillesse. Je n'ai jamais rencontré une bibliothécaire qui pouvait citer à la fois Shakespeare et les cours de la bourse, avait-il dit, me faisant rire. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, à la grande horreur de sa famille fortunée. J'étais juste une fille travailleuse du mauvais côté de la ville, mais Mortimer s'en fichait. Tu vaux plus que tout leur argent combiné, Delia, me disait-il. Nous avons acheté notre maison sur Elmwood Drive avec ses économies et ma détermination. Chaque pièce contenait un souvenir, la cuisine où je m'étais appris à cuisiner à partir de livres de bibliothèque, le jardin où Mortimer plantait des roses pour chaque anniversaire, la nurserie que nous avions peinte en jaune doux quand nous avons appris que j'étais enceinte. Tadeu est né un matin enneigé de janvier 1965. Il était parfait, 10 doigts et 10 orteils, avec les yeux sérieux de son père et mon menton obstiné. Ses premières années étaient dorées. Mortimer se précipitait à la maison depuis la banque pour jouer avec son fils, et je lisais des histoires au coucher jusqu'à ce que ma voix devienne rauque. Nous n'étions pas riches alors, mais nous étions heureux. Mortimer a gravi les échelons de banquier junior à conseiller en investissement senior, et j'ai continué à la bibliothèque, ramenant des livres à partager avec notre garçon grandissant. Tadeu était brillant, curieux de tout. Pourquoi le ciel est-il bleu, maman? Comment les avions restent-ils en l'air? D'où vient l'argent? Cette dernière question a fait rire Mortimer. Du travail acharné et des choix intelligents, fils, avait-il dit. Si seulement Tadeu s'était souvenu de cette leçon. Le changement a commencé quand il a rencontré Laurette à l'université. Elle était belle, je lui accorde ça, avec des goûts de champagne sur un budget de bière. Soudain, notre fils était embarrassé par notre maison modeste, nos voitures pratiques, notre vie simple. La famille de Laurette a une maison de vacances à Aspen, disait-il, où Laurette pense que je devrais porter des costumes de créateur pour mes entretiens d'embauche. Mortimer et moi avons échangé des regards inquiets mais n'avons rien dit. L'amour jeune, pensions-nous. Il en sortira grandi. Mais il ne l'a pas fait. Après leur mariage, qui a coûté plus cher que notre première maison, les choses ont empiré. Laurette visitait et faisait de petits commentaires. Oh, Cordelia, tu utilises encore ces vieux plats. Mortimer, sûrement vous pouvez vous permettre de moderniser cette cuisine maintenant. Elle avait une façon de faire paraître notre vie confortable minable, notre contentement comme un échec. Tadeu a commencé à faire écho à ces paroles, suggérant que nous étions trop vieux jeu, trop ancrés dans nos habitudes. Le garçon qui pensait autrefois que ses parents avaient décroché la lune nous regardait maintenant avec une déception à peine dissimulée. L'ironie était qu'à ce moment-là, Mortimer avait accumulé une richesse substantielle grâce à des investissements prudents. Mais nous vivions simplement par choix, pas par nécessité. L'argent change les gens, Delia, disait Mortimer quand je suggérais que nous pourrions aider Tadeu davantage. Laisse-le gagner sa propre voie. Ça le rendra plus fort. Mais l'influence de Laurette était comme du poison, s'infiltrant dans tous les aspects de la vie de notre fils. Elle l'a convaincu que nous les privions, que nous étions secrètement riches mais trop égoïstes pour partager.
Les accusations faisaient plus mal que je ne peux l'exprimer. Nous étions là, deux personnes qui avaient tout construit à partir de rien, appelées cupides par des enfants qui n'avaient jamais travaillé un jour pour quoi que ce soit. Les disputes ont commencé il y a environ 5 ans. Tadeu venait, généralement quand il avait besoin d'argent, et partait en colère quand nous suggérions qu'il budgétise mieux ou que Laurette pourrait trouver un emploi. « Vous ne comprenez pas », criait-il. « Vous n'avez jamais voulu quelque chose de mieux. » Mais nous avions tout ce que nous voulions l'un l'autre, notre maison, nos souvenirs. De quoi avions-nous besoin de plus? Puis Mortimer est tombé malade. Le diagnostic est venu comme un coup de tonnerre, cancer agressif, peut-être 6 mois. Ces derniers mois étaient un tourbillon d'hôpitaux et de traitements, d'espoir et de désespoir. Tadeu visitait, mais toujours la main tendue. Les factures médicales doivent drainer vos économies, insinuait-il. Peut-être devriez-vous vendre la maison maintenant, déménager quelque part de plus petit. Même alors que son père était mourant, notre fils calculait son héritage. Laurette tapotait ma main avec une fausse sympathie tout en lorgnant mon alliance. Ça doit être si dur, roucoulait-elle. Mais au moins vous nous aurez pour prendre soin de vous. Les vautours tournaient avant même que Mortimer ne soit parti. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Mortimer a passé ses dernières semaines cohérentes au téléphone avec des avocats et des banquiers, déplaçant de l'argent, établissant des fiducies, me protégeant des personnes même qui auraient dû nous protéger. « Je suis désolé, Delia », a-t-il dit une nuit, les larmes aux yeux. « Je suis désolé que notre garçon ait tourné de cette façon. » Je l'ai serré contre moi, sentant son corps frêle contre le mien. « Ce n'est pas ta faute, ai-je murmuré. Nous l'avons aimé du mieux que nous pouvions. » Mais l'amour, j'apprenais, n'était pas toujours suffisant. Parfois les enfants que vous élevez avec tant d'espoir deviennent des étrangers qui vous verrouillent dehors sous la pluie. Parfois la famille que vous construisez devient celle qui vous démolit. Assise dans cette cafétéria déprimante, j'ai réalisé quelque chose d'important. Mortimer ne m'avait pas seulement laissé de l'argent, il m'avait laissé la liberté. La liberté de la culpabilité, de l'obligation, du fardeau d'essayer de sauver quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé. Les autres résidents passaient, certains parlant à des enfants qui ne visitaient jamais, d'autres fixant le vide. Mais j'avais un secret qui me rendait différente. J'avais le pouvoir de tout changer, et plus important encore, j'avais la sagesse de savoir que la meilleure vengeance est une vie bien vécue. Demain, je commencerai à la vivre. Mon 3e jour à Sunset Manor a commencé avec un appel téléphonique qui a tout changé. L'aide-soignante a frappé à ma porte à 7 heures du matin, l'air agacé. « Madame Briscoe, il y a un monsieur au téléphone qui insiste pour vous parler. Dit que c'est urgent concernant une affaire juridique. » Je me suis traînée jusqu'au téléphone de la salle commune, jouant mon rôle de vieille dame fragile. « Allô ?» ai-je dit faiblement. « Madame Briscoe, c'est Harrison Brennan. Je m'excuse d'appeler si tôt, mais il y a eu un développement. Pouvez-vous venir à mon bureau aujourd'hui? J'enverrai une voiture. » Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé ma voix stable. « Oh, je ne sais pas. Je suis dans une maison de retraite maintenant. Mon fils dit que je suis trop confuse pour gérer les affaires. » Il y a eu une pause. « Madame Briscoe, avec tout le respect, vous sembliez parfaitement lucide quand nous nous sommes rencontrés il y a 2 semaines. C'est important. Cela concerne des actifs supplémentaires que votre mari a laissés spécifiquement pour vous. » J'ai regardé autour de moi. L'aide-soignante avait perdu tout intérêt et s'était éloignée. « Envoyez la voiture à midi, » ai-je murmuré. « Je dirais que j'ai un rendez-vous chez le médecin. » Le cabinet d'avocats Brennan et Associates occupait le dernier étage d'un immeuble brillant du centre-ville. Monsieur Brennan lui-même était plus jeune que je ne m'y attendais, peut-être 45 ans, avec des yeux gentils derrière des lunettes à monture métallique. « Madame Briscoe, merci d'être venue. S'il vous plaît, asseyez-vous. Puis-je vous offrir du thé ?» Alors que je m'installais dans le fauteuil en cuir, il a étalé des documents sur son bureau en chêne massif. « Votre mari était un homme remarquable. Je gère des comptes privés depuis 20 ans, et je n'ai jamais vu une planification aussi minutieuse. » Il m'a montré des relevés, des actes, des certificats, des propriétés au Québec et au Vermont, des comptes d'investissement qui avaient augmenté de façon exponentielle, des œuvres d'art dans un stockage climatisé. « Mais voici la partie la plus intéressante, » a-t-il dit, sortant une épaisse enveloppe. « Votre mari vous a écrit une lettre, à livrer seulement après que vous viviez séparément de votre fils. Il semblait anticiper les circonstances actuelles. » Mes mains tremblaient en l'ouvrant.
L'écriture familière de Mortimer s'est brouillée à travers mes larmes. Ma très chère Delia, commençait la lettre. Si tu lis ceci, alors mes craintes se sont réalisées, et Thaddeus a montré son vrai visage. J'ai regardé notre fils changer au fil des ans, les regarder devenir quelqu'un motivé par la cupidité plutôt que par l'amour. J'ai vu comment Laurette le manipule, et comment il le permet. J'écris ceci pendant que tu es à la bibliothèque, et mon cœur se brise pour ce que je sais qui s'en vient. Mais je ne les laisserai pas te faire du mal. Les 19 millions dans les comptes suisses ne sont que le début. Il y a plus, beaucoup plus, tout protégé et à ton nom seul. La maison sur Elmwood Drive a été transférée à une fiducie il y a des années, Thaddeus peut y vivre, mais il ne peut jamais la vendre ou vraiment la posséder. Quand tu seras prête, tu peux la récupérer avec un seul appel téléphonique. Ou tu peux le laisser rester, pensant qu'il a gagné, pendant que tu construis une nouvelle vie avec les ressources que j'ai mises de côté. Tu m'as donné 48 ans de joie, ma chérie. Tu mérites de passer le temps qu'il te reste dans le confort et la paix, entouré de personnes qui se soucient vraiment de toi, pas de ceux qui te voient comme un obstacle à leur héritage. J'ai dû arrêter de lire, submergé par l'émotion. Monsieur Brennan m'a discrètement tendu des mouchoirs. Votre mari a commencé à déplacer des actifs il y a 5 ans, a-t-il expliqué. Il a vu ce qui se passait et a pris des mesures pour vous protéger. La valeur totale de vos avoirs est d'environ 32 millions de dollars. 32 millions. Le nombre ne semblait pas réel. Nous avions vécu du salaire bancaire de Mortimer et de mes salaires de bibliothécaire, économisant soigneusement, ne faisant jamais de folie. Comment ? Ai-je demandé. Il était brillant avec les investissements, a dit simplement Monsieur Brennan. Il a transformé un portefeuille modeste en une fortune grâce à des choix patients et stratégiques. Il a également hérité plus de sa famille qu'il n'a jamais dit à personne, y compris vous. Il pensait que cela changerait la façon dont les gens vous voyaient tous les deux. Alors il a gardé silencieux et l'a laissé croître. J'ai pensé à Thaddeus et Laurette, probablement en train de saccager ma maison en ce moment, cherchant de l'argent caché ou des bijoux de valeur. Ils ne trouveraient que des bijoux de fantaisie et des souvenirs qu'ils ne pouvaient pas monétiser. Que dois-je faire maintenant ? Ai-je demandé. M. Brennan à Surrey. Tout ce que vous voulez, Madame Briscoe. Vous pourriez acheter un manoir, voyager dans le monde, faire des dons à des œuvres caritatives. Mais d'abord, je suggérerais de sortir de cette maison de retraite. J'ai pris la liberté de rechercher quelques options. Il m'a montré des brochures pour des communautés de personnes âgées de luxe, des endroits avec des piscines et des salles de cinéma, une cuisine gastronomique et un personnel attentif. Des endroits où 32 millions de dollars pouvaient m'acheter non seulement du confort, mais de la dignité. Il y a encore une chose, a-t-il dit, sortant un autre document. Votre mari a établi une disposition. Si Thaddeus conteste quoi que ce soit ou essaie de vous faire déclarer incompétente, un communiqué de presse sera envoyé à tous les grands journaux détaillant son traitement de vous et son exclusion de l'héritage. Il sera publiquement humilié comme le fils qui a jeté une fortune en jetant sa mère. Brillant. Strategique Mortimer. Même dans la mort, il me protégeait. J'ai quitté le bureau la tête qui tournait. Le chauffeur que M. Brennan avait arrangé attendait, mais je lui ai demandé de conduire autour de la ville pendant un moment. J'avais besoin de réfléchir. 32 millions de dollars. Je pouvais faire n'importe quoi, aller n'importe où. Mais ce que je voulais vraiment était plus simple que ça. Je voulais voir le visage de mon fils quand il réaliserait ce qu'il avait perdu. Je voulais que Laurette sache que ses stratagèmes s'étaient retournés contre elle de façon spectaculaire. Je voulais qu'ils vivent avec la connaissance que leur cupidité leur avait coûté une fortune. Mais surtout, je voulais honorer la mémoire de Mortimer en vivant bien. Alors que nous passions devant Elmwood Drive, j'ai vu la voiture de Thaddeus dans l'allée de ce qu'il pensait être maintenant sa maison. Qu'il en profite pour l'instant. Qu'il pense qu'il avait gagné. Parce que les rouages étaient déjà en mouvement. Monsieur Brennan déposerait des documents demain. Les comptes bancaires seraient activés. Les propriétés seraient transférées. Et je ressusciterais des cendres de leur trahison comme un phénix avec un compte bancaire suisse. Le chauffeur m'a ramené à Sunset Manor, où j'ai parfaitement joué mon rôle, me traînant jusqu'à ma chambre, acceptant mes médicaments sans me plaindre. Mais cette nuit-là, allongée dans mon lit étroit, je ne pleurais pas. Ye planifis. 2 semaines se sont écoulées à Sunset Manor pendant que j'orchestrais silencieusement ma transformation. Chaque jour, je me traînais dans les couloirs en robe de chambre et pantoufles, assistais à des séances d'artisanat où nous faisions de pitoyables fleurs en papier de soie, et mangeais la nourriture fade et institutionnelle sans me plaindre.
Le personnel pensait que j'étais une résidente modèle, calme, docile, aucun problème du tout. Ils n'avaient aucune idée que j'étais au téléphone avec des agents immobiliers, des conseillers financiers et des personal shoppers chaque fois qu'ils me laissaient seule. Madame Briscoe semble bien s'adapter, ai-je entendu la directrice dire à quelqu'un. Son fils avait raison, elle avait besoin de structure. Son fils. Si seulement elle savait que son fils n'avait pas appelé une seule fois depuis qu'il m'avait déposé comme des bagages non désirés. Mais je savais ce qu'il faisait. Monsieur Brennan avait engagé un enquêteur discret qui a rapporté que Tadeu et Laurette avaient déjà redécoré ma chambre, jeté mes livres pour faire de la place pour l'équipement d'exercice de Laurette, et prévoyait de louer l'appartement du sous-sol que j'utilisais comme salle de lecture. L'enquêteur a également découvert quelque chose d'intéressant. Tadeu avait dit aux gens que ses parents lui avaient tout laissé, qu'il était maintenant riche. Il avait déjà quitté son emploi à la compagnie d'assurance, et Laurette magasinait pour une nouvelle Mercedes. Il vivait à crédit, s'attendant à un gros héritage qui ne viendrait jamais. La pensée de leur dette croissante me faisait sourire pendant les après-midi particulièrement mornes à Sunset Manor. Ma colocataire, Agnès, a remarqué que mon humeur s'améliorait. « Tu sembles plus heureuse ces derniers temps, ma chère », a-t-elle dit un soir. Agnès avait 85 ans, abandonnée par sa fille qui vivait à seulement 20 minutes. « Quel est ton secret ?» Je voulais tout lui dire, mais j'ai simplement dit « J'apprends que parfois perdre tout est juste le début de se trouver soi-même. » Elle a hoché la tête tristement, ne comprenant pas que je le pensais littéralement. Alors qu'Agnès avait vraiment tout perdu, j'étais sur le point de gagner une toute nouvelle vie. L'appel que j'attendais est venu un jeudi. L'assistante de Monsieur Brennan m'a informé que toute la paperasse était complète. Ma nouvelle résidence à Crystal Gardens, la communauté de personnes âgées la plus exclusive de la ville, était prête. Une voiture viendrait me chercher demain à 10 heures. Cette nuit-là, j'ai emballé mes maigres affaires, les quelques vêtements que Tadeu avait jugés dignes de m'envoyer. Tout le reste dont j'aurais besoin m'attendrait dans ma nouvelle maison, un appartement de 2 chambres avec vue sur le lac, rempli de meubles que j'avais sélectionnés dans des catalogues, des vêtements commandés à mes mesures, et une cuisine remplie de tous mes aliments préférés. J'avais même arrangé l'installation d'une bibliothèque de premières éditions, me souvenant de mes décennies entourées de livres. Mais il y avait encore une chose à faire avant de partir. J'ai écrit une lettre à la directrice de Sunset Manor, à ouvrir après mon départ, expliquant que j'avais été placée là contre ma volonté par un fils qui voulait ma maison. J'ai inclus un don généreux pour établir un fonds pour les résidents dont les familles les avaient abandonnés. Qu'elle y pense la prochaine fois que l'enfant de quelqu'un prétendrait que leurs parents avaient besoin de structure. Le matin est venu avec un soleil inhabituel pour octobre. Je me suis habillée soigneusement dans ma meilleure tenue restante, une robe bleu marine qui avait connu des jours meilleurs mais qui avait encore de la dignité. Quand le chauffeur est arrivé dans une élégante town car noire, le personnel était confus. « Madame Briscoe, où allez-vous ? Votre fils n'a mentionné aucun rendez-vous. » J'ai souri gentiment. « Oh, ne vous a-t-il pas dit ? Je déménage dans un nouvel établissement. Un plus adapté à mes besoins. » La directrice est venue en courant, agitée et clairement inquiète de perdre une résidente payante. Mais Monsieur Tadeu a payé 3 mois à l'avance. Alors je suppose qu'il devra demander un remboursement, ai-je dit, montant dans la voiture avec plus de grâce que je n'en avais montré depuis des semaines. Bien que connaissant mon fils, il ne s'embêtera probablement pas. Trop de paperasse. Alors que nous partions, j'ai vu Agnès regarder depuis la fenêtre. Je lui avais laissé une enveloppe avec assez d'argent pour passer à une chambre privée pendant 1 an et une note l'encourageant à exiger mieux de la vie. C'était le moins que je pouvais faire. Crystal Gardens était tout ce que Sunset Manor n'était pas. Le hall ressemblait à un hôtel 5 étoiles, avec des sols en marbre, des fleurs fraîches et un concierge qui m'a accueilli par mon nom. « Bienvenue chez vous, Madame Briscoe. Nous vous attendions. Votre appartement est prêt, et le déjeuner est servi au restaurant sur le toit si vous avez faim. » Mon appartement, je ne pouvais toujours pas croire ces mots. L'ascenseur était lambrissé de bois riche, rien à voir avec la boîte d'acier industriel de Sunset Manor. Quand les portes se sont ouvertes au 10e étage, j'ai pénétré dans un couloir avec une moquette moelleuse et des œuvres d'art originales sur les murs. Ma porte avait une plaque en laiton. C'est Briscoe. À l'intérieur, c'était un paradis. Des fenêtres du sol au plafond montraient le lac, où des voiliers dérivaient paresseusement. Le salon était meublé exactement comme je l'avais demandé, élégance confortable, rien d'ostentatoire. Mais c'était la bibliothèque qui m'a fait pleurer. 2 murs d'étagères intégrés,
remplie de classiques reliés en cuir et de nouvelles sorties que je voulais lire. Un fauteuil de lecture positionné parfaitement pour attraper la lumière de l'après-midi. Un bureau où je pouvais écrire. C'était ce que Mortimer avait voulu pour moi. J'ai passé cette première journée à explorer, m'émerveillant de chaque détail. La cuisine avait tous les gadgets que je pouvais vouloir. La chambre avait un lit king size avec des draps en coton égyptien. La salle de bain avait une baignoire et des planchers chauffants. Mais c'étaient les petites choses qui me touchaient le plus, les photos de Mortimer et moi que quelqu'un avait encadrées et placées dans tout l'appartement, sauvées du stockage. La collection de tasses a été exposée dans un cabinet, des pièces que j'avais collectionnées pendant 40 ans. Mon vieux cardigan de bibliothèque accroché dans le placard, nettoyé et repassé. Monsieur Brennan avait pensé à tout. Ce soir-là, j'ai dîné au restaurant sur le toit, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en nuances de rose et d'or. Les autres résidents étaient accueillants, des gens intéressants qui avaient vécu des vies pleines. Un chirurgien à la retraite, un ancien diplomate, une femme qui avait possédé une galerie d'art. La conversation coulait aussi facilement que le vin. Personne ici n'était abandonné ou oublié. Tout le monde avait choisi cette vie, pouvait se permettre cette vie. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais moi-même à nouveau. Plus tard, de retour dans mon appartement, je me suis tenue aux fenêtres regardant les lumières de la ville. Quelque part là-bas, Tadeu et Laurette célébraient probablement leur vol de ma maison. Qu'ils le fassent. Ils pouvaient avoir la maison sur Elmwood Drive avec ses souvenirs et ses hypothèques. J'avais quelque chose de mieux, la liberté, la sécurité, et la délicieuse connaissance que leur cupidité leur avait coûté plus qu'ils ne pouvaient imaginer. J'ai levé un verre de vin à la photo de Mortimer. Homme intelligent et merveilleux, ai-je murmuré. Tu savais exactement ce qui allait se passer, n'est-ce pas? Et tu t'es assuré que j'irais plus que bien. Demain, je commencerai la prochaine phase de mon plan. Mais ce soir, je dormirai dans mon beau nouveau lit, dans ma belle nouvelle maison, et rêverai du regard sur le visage de mon fils quand il apprendrait la vérité. 32 millions de dollars. Tout à moi. Tout protégé. Tout parce que j'avais épousé un homme qui m'aimait plus que je ne l'avais jamais vraiment compris. Dieu merci, je n'avais rien dit à Tadeu. Dieu merci, Mortimer avait été plus intelligent que nous tous. La vie à Crystal Gardens s'est installée dans un rythme agréable. Les matins commençaient par du yoga au bord du lac, suivi d'un petit déjeuner gastronomique dans la salle à manger où le chef savait que je préférais mes œufs au plat et mon pain grillé à peine doré. J'ai rejoint le club de lecture, commencé des cours d'aquarelle, et même lié d'amitié avec une femme délicieuse nommée Béatrice qui avait dirigé une chaîne d'hôtels-boutiques avant de prendre sa retraite. Tu as des histoires si intéressantes, Cordelia, a-t-elle dit un après-midi autour d'un thé. Mais tu ne mentionnes jamais la famille. Est-ce qu'ils rendent visite? J'ai simplement souri. Ma situation familiale est compliquée. Si seulement elle savait à quel point elle était sur le point de devenir compliquée. 3 semaines dans ma nouvelle vie, Monsieur Brennan a appelé avec une mise à jour. Votre fils a essayé d'accéder à vos comptes, a-t-il dit. Il est allé à votre ancienne banque avec un document de procuration. Heureusement, ses comptes étaient déjà fermés et transférés. Je n'étais pas surprise. Tadeu s'attendait probablement à trouver au moins des économies modestes, peut-être un versement d'assurance vie. Au lieu de cela, il avait trouvé des comptes vides et des directeurs de banque confus. Il y a plus, a continué Monsieur Brennan. Il pose des questions en ville, essayant de comprendre où vous êtes allé. La directrice de Sunset Manor lui a donné ma carte, celle que vous avez laissée dans votre enveloppe de dons. Mon cœur a sauté. Devrais-je m'inquiéter? Pas du tout. Je lui ai simplement dit que j'exécutais un petit legs d'un parent éloigné qui avait eu pitié de votre situation. Il a semblé y croire, bien qu'il n'était pas content de ne pas avoir été informé. Bien sûr qu'il ne l'était pas. Tadeu détestait ne pas être en contrôle, ne pas tout savoir. C'était l'un des traits que Laurette avait amplifié en lui, ce besoin de gérer et manipuler chaque situation. Mais il ne pouvait pas manipuler ce qu'il ne pouvait pas trouver, et j'avais été très prudente de garder ma nouvelle adresse privée. Pourtant, je connaissais mon fils. Il n'abandonnerait pas facilement, surtout s'il sentait qu'il y avait de l'argent impliqué. Sa cupidité était comme le nez d'un limier, une fois qu'elle attrapait une odeur, elle suivrait sans relâche. La confrontation est venue plus tôt que prévu. Je revenais d'un cours d'art, ma peinture à l'aquarelle du lac encore humide dans mes mains, quand j'ai vu une silhouette familière se disputer avec le concierge dans le hall. Thaddeus. Mon fils m'avait trouvé. Il avait l'air différent, hagard,
avec des cernes sous les yeux et de la barbe sur son visage habituellement rasé de près. Ses vêtements, ai-je remarqué avec une certaine satisfaction, étaient les mêmes que ceux qu'il avait portés aux funérailles de son père. Pas de nouvelle garde-robe encore, apparemment. C'est elle, s'est-il exclamé quand il m'a vu. Mère, qu'est-ce que tu fais ici? Cet endroit coûte une fortune. Je me suis approché lentement, canalisant toutes mes années d'autorité de bibliothécaire. Bonjour, Tadeu. Tu as l'air fatigué. Est-ce que tout va bien? Son visage est devenu rouge. Bien. Tu as disparu de Sunset Manor sans me le dire. J'étais mort d'inquiétude. Le concierge, Dieu le bénisse, s'est avancé. Madame, est-ce que ce monsieur vous dérange? Devrais-je appeler la sécurité? J'ai considéré pendant un moment, appréciant l'éclair de panique dans les yeux de mon fils. Non, merci, Jérôme. C'est mon fils. Nous allons parler dans le jardin. Le jardin était assez public pour empêcher Tadeu de faire trop de scènes mais assez privé pour la conversation que nous devions avoir. Il m'a suivi, crachant des questions et des accusations. Comment peux-tu te permettre cet endroit? Qu'est-ce qui se passe? As-tu vendu quelque chose de papa sans me le dire? Je me suis installé sur un banc près de la fontaine, arrangeant mes jupes soigneusement. Je peux me le permettre parce qu'un parent éloigné de ton père m'a laissé un petit héritage. Assez pour vivre confortablement. Combien? La question est sortie brusque, désespérée. Assez, ai-je répété calmement. Maintenant, comment toi et Laurette appréciez-vous la maison? Il a eu la grâce de paraître légèrement honteux. Mère, à ce sujet, nous avons pensé que c'était mieux. Vous avez pensé qu'il était mieux de me verrouiller dehors sous la pluie et de me jeter dans une maison de retraite? Tu exagères. Sunset Manor est un endroit parfaitement décent. Pour les gens qui n'ont pas d'autre choix, peut-être. Heureusement, j'avais d'autres choix. Je pouvais le voir faire des calculs dans sa tête, essayant de comprendre combien d'argent je pourrais avoir, si ça valait la peine de ramper. La cupidité dans ses yeux était nue, laide. Ce n'était pas mon petit garçon qui me rapportait des pissenlits et les appelait des fleurs. C'était un étranger qui ne me voyait que comme une source potentielle de fonds. Écoute, mère, a-t-il dit, changeant de tactique pour une fausse inquiétude. Je m'inquiète pour toi. Cette aubaine soudaine, cet endroit chic, es-tu sûr que tu n'es pas exploité? Peut-être que je devrais regarder tes finances, t'aider à gérer les choses. Voilà. Le jeu pour le contrôle. C'est gentil de ta part, ai-je dit gentiment, mais Monsieur Brennan gère tout magnifiquement. Je ne me préoccupe pas des détails. Brennan. Cet avocat? Mère, tu ne peux pas faire confiance à des étrangers avec ton argent. Mais je peux faire confiance au fils qui m'a verrouillé hors de ma propre maison. Les mots sont restés suspendus entre nous comme une lame. Le visage de Tadeu a parcouru les émotions, colère, frustration, calcul, et finalement, une tentative de remords. Je suis désolé pour ça. Laurette et moi, nous avons fait une erreur. Tu pourrais rentrer à la maison maintenant. Nous ferions de la place. Faire de la place? Dans la maison où j'ai vécu pendant 60 ans? J'ai ri, nous surprenant tous les deux. Non, merci. Je suis très heureuse ici. Mais la maison est trop grande pour juste Laurette et moi. Et les taxes foncières arrivent à échéance. Ah, voilà. La vraie raison de sa visite. Ça ressemble à un problème personnel, Tadeu. Peut-être que Laurette pourrait trouver un emploi? Son visage s'est assombri. Tu sais qu'elle a de l'anxiété. Elle ne peut pas travailler. C'est drôle comment son anxiété ne l'empêche pas de faire du shopping ou de redécorer ma chambre. Il s'est levé brusquement. Tu as changé, mère. Cet argent t'a rendu cruel. Non, ai-je dit doucement. Il y a une différence. Il m'a regardé fixement pendant un long moment, me voyant peut-être clairement pour la première fois depuis des années. Pas comme sa mère, pas comme une obligation ou un obstacle, mais comme une personne avec mon propre pouvoir et mes propres choix. Cela l'a clairement déstabilisé. Ce n'est pas fini, a-t-il dit finalement. J'ai des droits. Papa aurait voulu que je m'assure que tu vas bien. Ton père voulait beaucoup de choses, ai-je répondu. Surtout, il voulait que je sois heureuse et en sécurité. Je suis les deux maintenant, pas grâce à toi. Il est parti sans dire au revoir, piétinant à travers le jardin comme l'enfant qu'il n'avait jamais cessé d'être. Je suis restée assise près de la fontaine un peu plus longtemps, écoutant l'eau et traitant ce qui venait de se passer.
Mon téléphone a vibré. Un texto de Monsieur Brennan. La sécurité de votre ancienne maison rapporte que votre fils essaie d'accéder au coffre-fort dans le sous-sol. Il ne trouvera rien, bien sûr. Votre mari l'a vidé il y a des années. Intelligent Mortimer. Toujours une longueur d'avance. Ce soir-là, en dînant avec Béatrice, j'ai mentionné que j'avais eu une visite familiale. Pas une agréable, je suppose, a-t-elle dit, lisant mon visage. Tu sais, ai-je dit, coupant dans mon saumon parfaitement préparé, j'ai passé des décennies à croire que le sang était tout. Que la famille signifiait le pardon sans limite, l'amour sans condition. Mais parfois, la famille que nous choisissons est plus réelle que la famille dans laquelle nous sommes nés. Béatrice a levé son verre de vin. À la famille choisie, alors. Et au nouveau départ à tout âge. Alors que nous portions un toast, j'ai pensé à Tadeu, probablement en train de rager contre Laurette à propos de sa mère folle et son argent secret. Qu'il rage. Qu'il se demande. Qu'il calcule combien j'avais et complote sur comment l'obtenir. Parce que la meilleure partie, la partie qui le brûlerait le plus quand il apprendrait finalement la vérité, était qu'il y avait eu plus qu'assez pour tout le monde. 32 millions de dollars auraient pu nous installer tous pour la vie. Mais la cupidité et la cruauté ont un prix, et Tadeu était sur le point d'apprendre que certaines factures ne peuvent jamais être payées, certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. Le garçon qui avait mis sa mère dehors pour une maison était sur le point de découvrir qu'il avait mis dehors une fortune. Et je dormirais paisiblement dans mes draps en coton égyptien, dans mon bel appartement, sachant que la justice vient parfois non pas avec un bang, mais avec un relevé bancaire. Les semaines suivant la visite de Tadeu ont été remplies de tentatives de plus en plus désespérées de se faufiler dans ma vie. D'abord sont venus les appels téléphoniques, un barrage de messages vocaux qui commençaient doux et inquiets avant de dégénérer en demandes colériques. « Mère, tu dois me rappeler. C'est ridicule. » Puis, « Je sais que tu as plus d'argent que tu ne le laisses paraître. J'ai fait le calcul sur cet endroit. » Enfin, « Tu es égoïste. Papa aurait honte. » J'ai demandé au concierge de bloquer son numéro. Ensuite sont venues les lettres, livrées à Crystal Gardens dans des enveloppes qui devenaient plus épaisses de jour en jour. J'ai lu les premières par curiosité. C'était un mélange de culpabilisation, d'histoires de détresse financière et de menaces voilées de me faire déclarer incompétente. Monsieur Brennan m'a assuré que Tadeu n'avait aucun motif pour une telle action, surtout compte tenu de la trace papier de son abandon de moi à Sunset Manor. Si quoi que ce soit, a-t-il dit lors d'une de nos réunions, vous pourriez le poursuivre pour abus et abandon d'une personne âgée. La pensée était tentante, mais j'avais de plus grands plans que le drame de la salle d'audience. Le vrai divertissement a commencé quand Laurette a commencé sa campagne. Contrairement à l'approche fanfaronne de Tadeu, elle a essayé la manipulation par les médias sociaux. Soudain, son Facebook était plein de messages sur « Ma chère belle-mère me manque » et « La famille c'est tout », accompagnés de vieilles photos de moments plus heureux. Des photos où elle avait recadré Mortimer, ai-je remarqué. Elle a même eu l'audace de lancer un GoFundMe intitulé « Aidez-nous à ramener grand-mère à la maison », avec une histoire sur comment j'avais été, confuse par le chagrin, et exploitée par des étrangers. L'objectif était de 50 000 $, soi-disant pour les frais juridiques pour me « sauver ». J'ai demandé à Monsieur Brennan d'envoyer une lettre de cessation et d'abstention. La collecte de fonds a disparu en quelques heures, mais pas avant que plusieurs de leurs amis aient fait des dons et laissé des commentaires sur quelle « belle fille aimante » était Laurette. Si seulement ils savaient qu'elle m'avait dit un jour que je sentais les vieux livres et la mort. Pendant ce temps, je m'épanouissais. Mes compétences en aquarelle s'amélioraient sous la tutelle de l'instructeur d'art de Crystal Gardens, un homme charmant nommé Philippe qui avait exposé dans des galeries à travers l'Europe. J'avais même vendu quelques pièces lors de l'exposition d'art communautaire, faisant don des recettes à la fondation d'alphabétisation que j'avais créée au nom de Mortimer. Mes journées étaient remplies de buts et de joie à natation matinale, conférences l'après-midi surtout, de la crypto-monnaie à la Rome antique, concert du soir dans la salle de bal. J'avais créé un cercle d'amis qui ne savaient rien de mon drame familial et m'aimaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais leur donner. Béatrice et moi étions devenus particulièrement proches, allant souvent en ville pour des expositions de musées ou des représentations en matinée. « Tu t'épanouis, Cordelia », m'a-t-elle dit un jour alors que nous sirotions du champagne lors d'un vernissage. Comme une fleur qui a été gardée dans l'obscurité trop longtemps. Elle avait raison. Je m'épanouissais, et une partie de cette croissance venait d'apprendre à dire non sans culpabilité. La situation avec Tadeu s'est aggravée quand il a découvert la vérité sur la maison. Monsieur Brennan m'a appelé un mardi après-midi,
réprimant à peine son amusement. Votre fils vient de quitter mon bureau dans un état assez agité. Il a essayé de refinancer la maison et a découvert qu'elle est dans une fiducie irrévocable. Il peut y vivre, mais il ne peut jamais la vendre ou emprunter contre elle. J'ai posé ma tasse de thé soigneusement. Comment a-t-il pris la nouvelle? Il y a eu des cris. La sécurité a dû l'escorter dehors. Il n'arrêtait pas de demander comment son père pouvait lui faire ça. Mais ce n'était pas juste la maison. Tadeu se noyait dans les dettes. Les rapports de l'enquêteur dressaient un tableau d'irresponsabilité financière spectaculaire. Sans emploi et s'attendant à une aubaine, lui et Laurette avaient atteint le maximum de leur carte de crédit, contracté des prêts personnels, et même emprunté à sa famille avec des promesses de remboursement une fois elle, héritage, arrivé. Il devait près de 200 000 $ et n'avait aucun moyen de rembourser. Il a dit aux gens que vous valez des millions, m'a informé M. Brennan. Prétend que vous êtes manipulé par des avocats et qu'il va poursuivre pour le contrôle de vos actifs. Qu'il prétende ce qu'il voulait. La vérité était mieux protégée que Fort Knox. Mortimer avait structuré tout à travers des fiducies et des comptes offshore qui prendraient des années et des millions en frais juridiques même pour contester. De l'argent que Tadeu n'avait pas. Mais le vrai coup est venu quand Laurette l'a quitté. J'en ai entendu parler par le réseau de potins de Crystal Gardens apparemment. Elle avait été vue au country club avec son instructeur de tennis, les bagues visiblement absentes. Les papiers de divorce ont été déposés dans la semaine après qu'elle ait appris qu'il n'y avait pas d'héritage à venir. Elle voulait une pension alimentaire, bien sûr, mais on ne peut pas tirer du sang d'une pierre. Et Tadeu était maintenant juste un homme au chômage vivant dans une maison qu'il ne pouvait pas vendre. L'ironie était délicieuse. La femme qui l'avait convaincu d'abandonner sa mère l'avait abandonné dès que l'argent s'était tari. La maison qu'il m'avait volée était devenue sa prison. Le style de vie qu'ils avaient emprunté était devenu un nœud coulant autour de son cou. Il s'est présenté à Crystal Gardens à nouveau un jeudi pluvieux, ayant l'air pire qu'avant. Ses vêtements étaient froissés, sa voiture chère disparue, probablement saisie. Jérôme m'a appelé pour me prévenir, et j'ai regardé depuis ma fenêtre alors que la sécurité le renvoyait. Il est resté sous la pluie pendant près d'1 heure, regardant le bâtiment comme un chien abandonné. Une partie de moi, le cœur de mère qui ne meurt jamais tout à fait, a ressenti un pincement de pitié. Mais ensuite je me suis souvenu d'être debout sous la même pluie il y a 3 mois, le regardant changer les serrures de ma maison. Ce soir-là, j'ai dîné avec ma conseillère financière, une femme brillante nommée Patricia qui m'avait aidé à établir plusieurs fondations caritatives. Votre valeur nette a en fait augmenté, m'a-t-elle dit, me montrant les relevés trimestriels. Les investissements technologiques que votre mari a faits performent exceptionnellement bien. Vous valez maintenant environ 35 millions. 35 millions. Alors que mon fils se noyait dans les dettes, une mauvaise décision à la fois, ma richesse continuait de croître. L'argent pour lequel il m'avait mise dehors, comploté pour, détruit son mariage pour, se multipliait au-delà de ses rêves les plus fous. Et il ne verrait jamais un centime. Pas parce que j'étais cruelle, mais parce qu'il m'avait montré qui il était vraiment. Un fils qui valorisait l'argent plus que sa mère, la cupidité plus que la gratitude, les choses plus que les gens. Je veux augmenter le fonds de bourse, ai-je dit à Patricia. Des bourses complètes pour les enfants sortant du système de placement familial qui veulent étudier la bibliothéconomie. C'est magnifique, a-t-elle dit. Une raison particulière. J'ai pensé à tous les enfants qui n'auraient jamais de parents pour les décevoir, qui ne seraient jamais verrouillés dehors par les personnes mêmes qui devraient les protéger. Tout le monde mérite une chance de s'entourer de livres et de connaissances. C'est un type différent de famille. En retournant à mon appartement ce soir-là, je suis passé devant la galerie de photos que j'avais créée dans le couloir, des photos de Mortimer et moi à travers les années, mes parents, même quelques-unes du bébé Tadeu avant qu'il n'apprenne à être cruel. Mais il y avait aussi de nouvelles photos, Béatrice et moi au musée, mes amis du cours d'art, Philippe me montrant comment capturer la lumière sur l'eau. Ma famille choisie. Mon bonheur mérité. Tadeu continuerait à spiraler, je le savais. Les hommes comme lui le font toujours, blâmant tout le monde sauf eux-mêmes, n'apprenant jamais la leçon que la vie essayait désespérément de leur enseigner. Mais je ne serais pas là pour regarder ou pour le sauver de lui-même. J'avais une vie à vivre, des œuvres caritatives à diriger, de l'art à créer, des amis à chérir. J'avais 35 millions de dollars et la sagesse de savoir que la meilleure vengeance n'est pas du tout la vengeance, c'est l'indifférence. C'est prospérer pendant que ceux qui vous ont blessé luttent avec les conséquences de leur choix. C'est dormir paisiblement pendant qu'ils restent éveillés en se demandant ce qui a mal tourné. Le fils que j'avais élevé était parti bien avant qu'il ne me verrouille dehors.
À sa place était un étranger qui avait tout misé sur la cupidité et perdu. Et quelque part, Mortimer souriait probablement, sachant que son dernier coup dans le jeu d'échecs de nos vies avait été échec et mat. 6 mois dans ma nouvelle vie, les effets d'entraînement de la chute de Tadeu ont commencé à se propager de manière inattendue. J'étais au milieu de mon cours d'aquagym matinal quand Béatrice est apparue au bord de la piscine avec une expression étrange. « Cordelia, chérie, tu dois voir ça. » Elle m'a tendu sa tablette, montrant un article de presse de la section affaires locales. Ancien cadre d'assurance dépose le bilan, blâme l'abus des personnes âgées. Il y avait Tadeu, photographié devant le palais de justice, l'air émacié et amer. L'article détaillait ses affirmations selon lesquelles il avait été financièrement manipulé par sa mère âgée qui avait caché des actifs pendant qu'il luttait pour prendre soin d'elle. Il avait donné une interview se peignant comme un fils dévoué dont l'amour sacrificiel avait été remboursé avec cruauté. J'ai ri si fort que j'ai failli me noyer. Les autres dames de la piscine ont eu l'air inquiets jusqu'à ce que je partage l'article. Elles avaient entendu assez de mon histoire pour apprécier l'ironie. « Le culot !» s'est exclamé Dolores, une ancienne juge. « Il te verrouille dehors et puis prétend qu'il prenait soin de toi ?» Mais la crise de colère publique de Tadeu a eu des conséquences inattendues. D'autres parents, ceux dont je n'avais pas entendu parler depuis des années, ont commencé à sortir du bois comme des termites sentant du bois frais. D'abord est venu le neveu de Mortimer, Bradley, avec une histoire sanglotante sur son restaurant en faillite. Puis ma cousine au second degré Marjorie, se souvenant soudainement à quel point nous étions proches il y a 50 ans. Chacun avait d'une manière ou d'une autre entendu parler de ma situation, et voulait aider ou renouer. Monsieur Brennan les a tous gérés avec une efficacité d'avocat. La beauté d'être réellement riche, j'ai découvert, était la capacité d'embaucher des gens pour dire non pour vous. Mais un contact m'a surprise, un appel de quelqu'un dont je ne m'attendais jamais à entendre parler à nouveau. Laurette. Elle a pris contact par le bureau de Monsieur Brennan, demandant une rencontre. Contre son avis mais poussée par la curiosité, j'ai accepté de la voir dans un endroit neutre, un salon de thé tranquille en ville. Elle avait l'air différente. Les vêtements de créateur avaient été remplacés par des vêtements d'affaires prêt-à-porter, la coiffure élaborée par une simple queue de cheval. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, Laurette ressemblait à une vraie personne au lieu d'une découpe de magazine. « Merci de me voir », a-t-elle commencé, tripotant sa serviette. « Je n'étais pas sûre que tu le ferais. » J'ai siroté mon Earl Grey et j'ai attendu. J'avais appris le pouvoir du silence de mes années en tant que bibliothécaire. Les gens le remplissent toujours de vérité si vous les laissez faire. « Je te dois des excuses », a-t-elle continué. « J'ai été horrible avec toi. J'ai convaincu Tadeu que tu nous cachais de l'argent, que tu avais de l'argent caché. Je l'ai poussé à faire ce qu'il a fait. » L'aveu est resté suspendu entre nous comme une confession dans une cathédrale. J'ai posé ma tasse de thé soigneusement. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant ?» Elle a ri amèrement. « Parce que j'avais tort sur tout. L'argent que je pensais que tu avais? Ça m'a rendue folle de désir. J'ai grandi pauvre, tu vois. Vraiment pauvre. Quand j'ai rencontré Tadeu, j'ai pensé que j'avais trouvé mon billet pour la belle vie. Mais il n'était qu'un ajusteur d'assurance de classe moyenne, ai-je fait remarquer. Avec des parents qui possédaient une maison libre et claire et devaient avoir des économies, a-t-elle contré. J'ai fait le calcul. 2 professionnels, vivant modestement pendant des décennies? J'ai convaincu qu'il fallait que vous soyez assis sur au moins quelques centaines de milliers. Quelques centaines de milliers. Si seulement elle savait qu'elle avait jeté l'accès à 35 millions pour son erreur de calcul. Alors tu l'as poussée à me mettre dehors. Elle a eu la grâce de paraître honteuse. Je pensais que si nous avions la maison et les économies que tu avais, nous pourrions enfin vivre la vie dont j'avais rêvé. Je n'ai pas pensé. Je ne t'ai pas considéré comme une personne. Juste un obstacle. L'honnêteté était rafraîchissante, si douloureuse. Et maintenant? Ai-je demandé. Maintenant je travaille 2 emplois pour rembourser les dettes que nous avons accumulées. Je vis dans un studio. Je mange des ramen comme à l'université. Elle a rencontré mes yeux. Et je n'arrête pas de penser à comment tu avais l'air ce jour-là sous la pluie. Comment Tadeu ne t'offrait même pas un parapluie. Je ne peux pas dormir parfois, en y pensant. La culpabilité. C'était un professeur puissant, apparemment. Qu'est-ce que tu veux de moi, Laurette? Le pardon? De l'argent? Non, a-t-elle dit rapidement. Je sais que je ne mérite ni l'un ni l'autre. Je voulais juste.
Je voulais que tu saches que je sais que ce que nous avons fait était impardonnable. Et que t'as de paix pour ça de manière que tu ne peux pas imaginer. Elle m'a parlé de sa spirale, boire beaucoup, divaguer sur des conspirations, convaincue que j'avais d'une manière ou d'une autre volé son héritage légitime. Il avait aliéné tous leurs amis avec son comportement, avait été banni du country club pour avoir causé des scènes. Même sa famille, qui leur avait prêté de l'argent, ne voulait rien avoir à faire avec lui. Il s'assoit dans cette maison toute la journée, a-t-elle dit, entouré des choses que nous avons achetées à crédit, parlant au portrait de ton père de trahison. Je pense qu'il perd la tête. Une partie de moi se sentait justifiée. Une partie de moi se sentait triste. C'était toujours mon enfant, après tout, même s'il était devenu un étranger. Puis-je te demander quelque chose? Ai-je dit. Laurette a hoché la tête. Si je lui avais parlé de l'argent ce jour-là, qu'est-ce qui se serait passé? Elle n'a pas hésité. Nous aurions fait semblant de nous soucier. T'aurions installé, engagé une infirmière, fait un spectacle d'être dévoué. Et à la seconde où tu aurais signé quelque chose où serait parti, nous aurions célébré. L'honnêteté brutale méritait la réciprocité. Il y a 35 millions de dollars, ai-je dit doucement. Tous légalement protégés, tous à moi. J'ai regardé la couleur s'évanouir de son visage alors qu'elle faisait le calcul, ce qu'ils auraient pu avoir, ce qu'ils avaient jeté. À son crédit, elle n'a pas supplié ou comploté. Elle est juste restée assise là, absorbant l'ampleur de leur erreur. 35 millions, a-t-elle murmuré. Oh mon Dieu! Quand il le découvrira. Il ne le saura pas, ai-je dit fermement. Pas de ta part. Elle a hoché la tête, comprenant la menace implicite. Je ne lui dirai pas. Ça détruirait ce qui reste de sa santé mentale. Mais puis-je demander pourquoi ne lui as-tu pas dit avant? Quand Mortimer était vivant. J'ai réfléchi à comment répondre. Parce que Mortimer a vu ce que j'étais trop aveugle pour voir. Que notre fils était devenu quelqu'un qui aimait l'argent plus que la famille. Le lui dire aurait juste commencé les complots plus tôt. Nous avons fini notre thé dans un silence contemplatif. Alors qu'elle se préparait à partir, Laurette s'est retournée. Pour ce que ça vaut, tu as l'air heureuse. Vraiment heureuse. Peut-être que perdre cette maison était la meilleure chose qui pouvait arriver. Peut-être que c'était le cas. J'avais échangé une prison de souvenirs contre un palais de possibilités. Perdu un fils mais me suis trouvée. Ce soir-là, j'ai assisté à un gala de charité pour ma fondation d'alphabétisation. Entouré de supporters et d'amis, regardant le total de la collecte de fonds dépasser notre objectif, j'ai ressenti le genre de contentement que l'argent ne peut pas acheter mais peut certainement faciliter. Mon téléphone a vibré avec un texto de Monsieur Brennan. Tadeu a tenté de contester la fiducie à nouveau. Échec. Aussi, la fondation a reçu un don anonyme de 500 $ avec une note, de quelqu'un qui apprend à faire mieux. Je savais de qui c'était. Peut-être que Laurette trouverait son chemin vers une vie meilleure. Peut-être qu'elle utiliserait ses leçons durement apprises pour devenir quelqu'un de valable. Ou peut-être pas. Ce n'était plus mon souci. Alors que je faisais mon discours sur le pouvoir de l'alphabétisation pour transformer des vies, j'ai pensé à la transformation. Comment parfois nous devons perdre tout ce que nous pensions important pour trouver ce qu'il est réellement. Comment les personnes qui nous blessent le plus peuvent involontairement nous donner les plus grands cadeaux. Comment une porte verrouillée peut devenir un horizon ouvert. Tadeu m'avait mise dehors de mon ancienne vie. Ce faisant, il m'avait projeté dans une meilleure. 35 millions de dollars plus riche, entouré d'une famille choisie, libre de vivre sans culpabilité ou obligation envers quelqu'un qui ne m'avait montré aucun amour. Dieu merci, je ne lui avais pas parlé de l'argent. Dieu merci, Mortimer avait été plus sage que nous deux. Dieu merci pour les portes verrouillées qui mènent à des ciels ouverts. Le discours s'est terminé sous des applaudissements nourris. Quelqu'un m'a tendu du champagne. Béatrice a serré ma main. Et quelque part de l'autre côté de la ville, mon fils était assis seul dans une maison qu'il ne pouvait pas vendre, pendant que sa mère célébrait une vie qu'il ne pouvait pas imaginer. La justice, j'avais appris, ne vient pas toujours des tribunaux ou de la confrontation. Parfois elle vient simplement de bien vivre pendant que ceux qui vous ont fait du tort vivent avec leur choix. Parfois la meilleure vengeance n'est pas du tout la vengeance, juste le succès, le bonheur, et la sagesse de savoir que vous êtes exactement là où vous appartenez. Alors que l'automne se transformait en hiver, je me suis installée dans un rythme de contentement que je ne savais pas possible. Mes journées à Crystal Gardens étaient remplies de buts, diriger la fondation d'alphabétisation, perfectionner ma technique d'aquarelle,
et approfondir des amitiés avec des gens qui me valorisaient pour plus que mon compte bancaire. Mais l'univers, semble-t-il, aborde les affaires inachevées. L'appel est venu un matin enneigé de décembre. Madame Briscoe? C'est le docteur Patricia Holman de l'hôpital Saint-Marie. Vous êtes inscrite comme plus proche parent de Thaddeus Briscoe. Il a été admis avec une malnutrition et une déshydratation sévère. Nous l'avons trouvé effondré dans sa maison. Mon cœur, malgré tout, s'est serré d'inquiétude maternelle. Est-ce qu'il ira-t-il bien? Physiquement, oui, avec des soins appropriés. Mais Madame Briscoe, il y a des signes de négligence de soins importantes. Nous recommandons une évaluation psychiatrique. Je me suis assise dans mon bel appartement, regardant la neige tomber sur le lac, et j'ai lutté entre le devoir et l'autopréservation. Béatrice m'a trouvé là 1 heure plus tard, toujours en robe de chambre, fixant toujours le vide. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Quand je lui ai dit, elle s'est assise à côté de moi et a pris ma main. Tu ne lui dois rien, a-t-elle dit doucement. Il a fait ses choix. Mais j'étais toujours sa mère. Ce fardeau ne se lève jamais complètement, peu importe la profondeur de la trahison. Après beaucoup de délibération, j'ai décidé de visiter pas en tant que sauveuse, mais en tant que témoin de là où nos chemins nous avaient menés. L'hôpital sentait l'antiseptique et la tristesse. J'ai trouvé Thaddeus dans la chambre 314, ressemblant à l'ombre de l'homme qui m'avait verrouillé dehors il y a seulement 9 mois. Il avait perdu au moins 40 livres, ses joues creuses, ses yeux enfoncés. Quand il m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. Mère! Sa voix était à peine un murmure. Tu es bello. Je me suis assise dans la chaise des visiteurs, maintenant une distance prudente. L'hôpital a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé, Thaddeus? L'histoire est sortie en morceaux brisés. Après la faillite, après que Laurette l'ait quitté, après que les amis aient disparu et que la maison soit devenue un monument à ses erreurs, il avait simplement arrêté. Arrêté de manger régulièrement. Arrêté de payer les services publics jusqu'à ce qu'ils soient coupés. Arrêté de quitter la maison. Je n'arrêtais pas de penser que si je pouvais juste comprendre d'où tu avais l'argent, je pourrais tout réparer, a-t-il dit. J'ai parcouru tous les papiers de la maison, appelé toutes les banques, tous les avocats. J'étais si sûre que papa avait caché quelque chose et que tu l'avais trouvé. Hilaria merement. J'avais raison, n'est-ce pas? Il y avait de l'argent caché. Juste pas caché de toi. Je n'ai ni confirmé ni nié. J'ai juste écouté alors qu'il purgeait des mois de colère, d'apitoiement sur soi et de prise de conscience naissante. J'ai tout détruit, a-t-il dit finalement. Mon mariage, ma relation avec toi, ma carrière, ma santé. Tout pour de l'argent que je n'allais jamais obtenir de toute façon. L'argent n'a jamais été le vrai problème, ai-je dit prudemment. C'était ce que tu étais prêt à faire pour ça. Il a tourné son visage vers le mur. Je sais. Mon Dieu, je sais. Te souviens-tu quand j'avais 7 ans et que j'ai cassé la fenêtre de Madame Patterson avec ma balle de baseball? Tu m'as fait m'excuser et travailler pour réparer les dégâts en faisant des corvées pour elle. Tu as dit que le caractère d'une personne se montre dans la façon dont elle répare ses erreurs. Je m'en souviens. Je ne peux pas réparer celle-ci, n'est-ce pas? Il n'y a pas de quantité de corvées qui peuvent défaire le fait de verrouiller ma mère dehors sous la pluie. La vérité de cela était assise entre nous comme une présence physique. Certains ponts, une fois brûlés, ne laissent que des cendres. Une certaine confiance, une fois brisée, ne peut jamais être entièrement reconstruite. Mais peut-être que quelque chose d'autre pourrait être construit à partir des ruines. Quels sont tes plans quand tu sortiras? Ai-je demandé. Il a ri sans humour. Des plans? Je n'ai pas d'argent, pas d'emploi, pas de femme. Je vais probablement perdre la maison à cause des privilèges fiscaux bientôt. Je n'ai rien, mère. Moins que rien. C'était le moment. Le carrefour où je pouvais choisir la cruauté ou la gentillesse, la vengeance ou la rédemption. La voix de Mortimer résonnait dans ma mémoire. La mesure d'une personne n'est pas dans la façon dont elle traite ceux qui peuvent l'aider, mais dans la façon dont elle traite ceux qui ne le peuvent pas. J'ai sorti mon téléphone et appelé Monsieur Brennan. J'ai besoin que vous établissiez une fiducie, ai-je dit, regardant les yeux de Thaddeus s'élargir. 50 000 par an, payés mensuellement, avec des conditions. Le bénéficiaire doit maintenir un emploi, suivre une thérapie et se soumettre à des tests réguliers de drogue et d'alcool. Toute violation met fin à la fiducie de façon permanente. Quand j'ai raccroché, Thaddeus pleurait ouvertement. Pourquoi? A-t-il demandé.
Après tout. Parce que je suis ta mère, ai-je dit simplement. Cela ne signifie pas que je pardonne ou oublie. Cela ne signifie pas que nous aurons des dîners du dimanche ou des rassemblements de vacances. Mais cela signifie que je ne te laisserai pas mourir de faim dans la maison où tu as été élevé. Ce n'était pas le pardon, exactement. C'était quelque chose de plus complexe, une reconnaissance que la haine est un poison que nous buvons en espérant que les autres souffriront. 50 000 par an suffisaient pour vivre modestement mais pas assez pour retourner à ses habitudes de dépenses excessives. Les conditions l'obligeraient à reconstruire sa vie correctement. Qu'il relève le défi ou qu'il échoue dépendait entièrement de lui. Il y a plus d'argent, n'est-ce pas? Demanda-t-il doucement. Plus que ce que tu me dis. Oui, dis-je, ne voyant aucun intérêt à mentir. Combien? Je me levai pour partir. Plus que tu ne peux imaginer. Plus que ce que tu as gaspillé. Mais ce chapitre est clos, tas deux. Ceci est ton épilogue. Écris-le bien. En sortant, je l'entendis murmurer. Je suis désolé, maman. Je suis tellement, tellement désolé. Peut-être l'était-il. Peut-être que les mois d'isolement et de perte lui avaient enseigné ce que valait mon amour. Ou peut-être était-il juste désolé d'avoir été pris, désolé d'avoir mal calculé, désolé que la poule aux œufs d'or se soit envolée. Cela n'avait plus d'importance. De retour à Crystal Gardens, je trouvai un colis qui m'attendait. Ma dernière aquarelle s'était vendue lors d'une exposition en galerie pour $500. Pas grand-chose comparé à mes millions, mais gagné grâce à mon propre talent et effort. Je l'ai donné à la Fondation pour l'alphabétisation, comme je le faisais avec toutes mes ventes d'art. Ce soir-là, Béatrice et moi avons assisté à la symphonie. Alors que la musique m'enveloppait, je pensais aux deuxièmes chances et aux dernières chances, au prix de la cupidité et au coût du pardon. Tas deux survivrait, la fiducie s'en assurerait. S'il prospérerait, s'il deviendrait quelqu'un digne de la deuxième chance, seul le temps le dirait. Monsieur Brennan a appelé le lendemain avec des documents à signer. Êtes-vous sûr de cela? Il vous a terriblement traité. J'en suis sûr, dis-je. Mais rendez les conditions inébranlables. C'est sa dernière chance. Et s'il conteste le testament quand, éventuellement? Il ne peut pas. Cette fiducie est tout ce qu'il recevra jamais, et les documents le rendront parfaitement clair. Le reste va aux œuvres caritatives comme prévu. 35 millions à des organisations qui l'utiliseraient pour changer des vies, pour éduquer des enfants, pour nourrir les affamés. Et 50 000 par an à un fils qui avait appris trop tard que l'amour vaut plus que l'argent, que les mères sont des trésors au-delà de tout prix, que certaines serrures ne peuvent jamais être rouvertes. Cette nuit-là, je me tenais à ma fenêtre regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles terrestres. Quelque part là-bas, tas deux commençait son voyage de retour de l'abîme qu'il avait créé. Peut-être qu'il y arriverait. Peut-être qu'il trouverait son chemin pour devenir l'homme que Mortimer et moi avions espéré qu'il serait. Ou peut-être qu'il gaspillerait cette dernière chance comme il avait gaspillé tout le reste. Mais c'était son histoire à écrire maintenant. La mienne était ici, dans ce bel appartement, entouré d'amis qui m'avaient choisi, créant de l'art qui touchait les cœurs, dirigeant des œuvres caritatives qui changeaient des vies. Mon histoire était celle d'un triomphe déguisé en tragédie, de liberté trouvée à travers la trahison, de joie découverte en lâchant prise. Dieu merci, je ne lui avais pas parlé de l'argent ce jour-là. Dieu merci pour la prévoyance de Mortimer et la cupidité de Laurette et même pour la cruauté de tas deux. Ils avaient tous joué leur rôle en me poussant vers cette vie que je ne savais pas que je voulais, que je ne savais pas que je méritais, que je ne savais pas possible. La neige continuait à tomber, enveloppant la ville d'un blanc immaculé, couvrant toute la laideur de beauté. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles joies, de nouvelles possibilités. Mais ce soir, j'étais exactement là où j'appartenais, en sécurité, valorisée et libre. Ce soir, j'étais chez moi. Le printemps arriva à Crystal Gardens avec une explosion de couleurs et de renouveau. Les jardins explosaient de tulipes et de jonquilles, reflétant mon propre épanouissement continu. À 91 ans, j'avais découvert que la vie pouvait commencer à n'importe quel âge si vous aviez le courage de la laisser faire. La Fondation pour l'alphabétisation avait grandi au-delà de mes rêves les plus fous, finançant des bibliothèques dans 12 communautés défavorisées. Mon exposition d'aquarelles avait été présentée dans la première galerie de la ville. Mais c'étaient les transformations personnelles qui me surprenaient le plus. J'avais appris le tango d'un délicieux instructeur nommé Carlos, voyagé à Paris avec Béatrice, et même commencé à écrire des mémoires intitulées « Jamais trop tard, guide d'une bibliothécaire pour vivre ».
Le matin de l'anniversaire de la mort de Mortimer commença comme n'importe quel autre. Je me préparais pour ma baignade matinale quand Jérôme appela. « Madame Briscoe, vous avez un visiteur. Il dit qu'il est votre fils, mais il a l'air différent de la dernière fois. » Je trouvais Tadeu dans le hall, et Jérôme avait raison, il avait l'air différent. Disparue était la désespération émaciée de l'hôpital, mais absente aussi était l'arrogance lisse d'avant. Il se tenait plus droit, ses vêtements simples mais propres, son visage montrant quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, la paix. « Bonjour, mère. J'espère que c'est bien que je sois venue. C'est l'anniversaire de papa, et j'ai pensé, eh bien, je voulais partager quelque chose avec toi. » Je l'ai conduit au jardin, au même banc où il avait exigé de connaître mon argent il y a un an. Comme nous étions différents tous les deux maintenant. J'ai trouvé un emploi, commença-t-il. Rien de fantaisiste, je suis gestionnaire de bureau dans une organisation à but non lucratif qui aide les gens avec des conseils en matière de faillite. Ironique, n'est-ce pas? C'était, magnifiquement. Et la thérapie? Demandai-je. 2 fois par semaine. Le docteur Martinez m'aide à comprendre comment je suis devenu quelqu'un qui pourrait faire ce que je t'ai fait. Il sortit un carnet usé. J'ai écrit des lettres à papa. Des choses que j'aurais aimé dire, des excuses surtout. Mais aussi des souvenirs de quand les choses allaient bien. Te souviens-tu de l'été où nous avons construit cette cabane dans les arbres? Je m'en souvenais. Mortimer et Tadeu de 7 ans, martelant pendant que je fournissais de la limonade et des pansements pour les blessures mineures. Nous avions été si heureux alors, si complets. Je suis sobre depuis 8 mois, continua-t-il. Et je fréquente quelqu'un, elle s'appelle Elena. C'est une travailleuse sociale. Je lui ai tout dit sur ce que je t'ai fait. Et elle m'a quand même donné une chance. Elle a dit que tout le monde mérite l'opportunité de devenir meilleur que son pire moment. Nous nous sommes assis dans un silence confortable, regardant les jardiniers s'occuper des parterres de fleurs. Ce n'était pas une réconciliation, trop de choses s'étaient passées pour cela. Mais c'était quelque chose. Une paix prudente, peut-être. Une reconnaissance que les gens pouvaient changer, même si les relations ne pouvaient pas revenir à ce qu'elles étaient. J'ai beaucoup pensé à papa, dit Tadeu. À quel point il serait déçu de ce que je suis devenu. Mais aussi en pensant à l'homme qu'il était, patient, stratégique, toujours prévoyant. Il savait, n'est-ce pas? Il savait ce que je devenais et t'a protégé. Il t'aimait, dis-je prudemment. Mais oui, il a vu les changements. L'influence de l'argent sur ton caractère. Il avait l'habitude de dire que la richesse est comme le feu, elle peut réchauffer ta maison ou la brûler, selon la façon dont tu la gères. 35 millions. Dit Tadeu doucement. Laurette me l'a dit, après avoir signé les papiers du divorce. 35 millions de dollars, et j'ai tout jeté pour une maison que je ne peux même pas vendre. Alors il savait. J'ai attendu la colère, les exigences, que l'ancien Tadeu émerge. Au lieu de cela, il a ri, un vrai rire, teinté de tristesse mais libre d'amertume. Tu sais ce qui est drôle? La fiducie que tu as établie, c'est 50 000 par an? C'est plus que ce dont j'ai besoin. Je vis simplement maintenant, j'ai appris à cuisiner, je prends le bus. J'économise la moitié, prévoyant de la donner à ta fondation pour l'alphabétisation une fois que j'aurai assez pour faire une différence. Le geste m'a stupéfait. C'était de la croissance, une vraie croissance. Pas jouer pour un gain mais un changement authentique. Je ne demande pas le pardon, dit-il rapidement. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que ta miséricorde, même limitée comme elle l'était, a sauvé ma vie. Et j'essaie d'en être digne. Nous avons parlé pendant une autre heure, prudemment, timidement, comme des gens naviguant dans un champ de mines de blessures passées. Il m'a montré des photos d'Elena, une femme au visage chaleureux avec des yeux gentils. Il a parlé de son travail aidant les gens à éviter les erreurs qu'il avait faites. Il a même ri de vivre dans la maison qui lui avait tout coûté. J'ai retransformé la chambre de maman en ta bibliothèque, dit-il. J'y vais parfois pour lire. Cela m'aide à me souvenir de qui tu es vraiment, pas la caricature que Laurette et moi avons créée pour justifier notre cupidité. Quand il fut temps pour lui de partir, nous nous sommes tenus maladroitement, incertains de comment terminer ce nouveau chapitre que nous écrivions. Finalement, il dit simplement « Merci de m'avoir vu. Et merci de ne pas m'avoir laissé mourir de faim, même quand je le méritais. Tout le monde mérite une chance de faire mieux, dis-je. Même les fils qui perdent leur chemin. » Alors qu'il s'éloignait, je l'ai vu s'arrêter à la fontaine et sortir une pièce. Il l'a tenue un moment, a fait ce qui ressemblait à un vœu, et l'a jetée.
Un geste si simple, mais en quelque sorte profond. Le garçon qui avait valorisé l'argent au-dessus de tout, le jetant pour l'espoir. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Patricia pour examiner les finances de la fondation. Nous financions maintenant 100 bourses complètes, avions construit 3 bibliothèques et planifions un programme de bibliobus pour les zones rurales. Vous avez créé tout un héritage, dit-elle. Mortimer serait fier. Mais je n'avais pas fini. Je veux ajouter un nouveau programme, dis-je. Des cours de littératie financière et d'éthique pour les lycéens. Leur enseigner non seulement comment gérer l'argent, mais comment maintenir leur valeur en le faisant. Nous avons passé des heures à planifier un programme qui inclurait des études de cas et des exercices de jeu de rôle. Comment dire non aux membres de la famille qui exigent de l'argent? Comment reconnaître quand la cupidité corrompt vos relations? Comment utiliser la richesse pour le bien plutôt que de la laisser vous utiliser? C'était de la médecine préventive pour l'âme, le genre d'éducation qui aurait pu épargner à Tadeu des années de douleur. Ce soir-là était le gala annuel de la fondation. Je portais une nouvelle robe vert émeraude élégant que Béatrice m'avait aidé à choisir. En me regardant dans le miroir, je ne voyais pas la femme effrayée qui avait été enfermée dehors sous la pluie, mais quelqu'un transformé par l'épreuve en quelque chose de plus fort. Le gala s'est tenu au musée d'histoire naturelle, entouré d'artefacts d'époques passées. Comme c'était approprié, pensais-je, de célébrer de nouveaux commencements parmi des rappels de ce qui perdure. Le maire a parlé de l'impact de la fondation. D'anciens boursiers ont partagé leurs histoires. Mais la surprise est venue quand Tadeu est monté sur scène. Je ne savais pas qu'il venait, je n'avais pas vu son nom sur le programme. Il avait l'air nerveux mais déterminé. Je m'appelle Tadeu Briscoe, commença-t-il, et je suis ici pour vous parler de la femme extraordinaire qui a créé cette fondation. Mais d'abord, je dois vous dire qui j'étais. Il leur a tout dit, sa cupidité, sa cruauté, le jour où il m'avait enfermé dehors. Le public était assis dans un silence stupéfait alors qu'il exposait ses échecs. Je vous dis cela non pas pour la sympathie, mais comme un avertissement. La cupidité est une maladie qui vous aveugle à ce qui compte. Elle m'a coûté l'amour de ma mère, mon mariage, mon respect de soi. Mais ma mère, malgré tout, m'a montré une miséricorde que je ne méritais pas. Elle a sauvé ma vie avec ses conditions et ses limites. Cette fondation ne concerne pas seulement l'alphabétisation, il s'agit d'enseigner aux gens à lire le monde avec sagesse, à écrire leurs histoires avec intégrité. Il a annoncé alors son propre engagement, chaque centime qu'il avait économisé de la fiducie, plus un engagement à faire du bénévolat pour enseigner l'éthique financière dans le nouveau programme. Les applaudissements étaient tonitruants, mais je les entendais à peine à travers mes larmes. C'était le fils que j'avais élevé, enfin revenu de son long détour à travers les ténèbres. Pas le même, nous ne pouvions jamais revenir en arrière, mais peut-être meilleur pour avoir été brisé et reconstruit. Plus tard, alors que le gala touchait à sa fin, Tadeu me trouva sur le balcon du musée. « J'espère que c'était bien, dit-il. Je ne voulais pas te prendre en embuscade, mais j'avais besoin de faire quelque chose de public, quelque chose qui ne pourrait pas être repris. » C'était courageux, dis-je simplement. Nous nous sommes tenus ensemble, regardant les lumières de la ville, deux personnes à jamais changées par des choix et des chances. « Je t'aime, maman, dit-il doucement. Je sais que cela ne répare rien, mais j'avais besoin de le dire. Je t'aime, et je suis désolé, et je suis reconnaissant. Je t'aime aussi, répondis-je, le pensant. Pas l'amour aveugle d'avant, mais un amour plus sage qui pouvait contenir à la fois l'affection et les limites, à la fois l'espoir et l'histoire. Le cercle se fermait, mais c'était une forme différente maintenant, plus grande, englobant plus que le sang et le devoir. Il incluait la famille choisie comme Béatrice, un but comme la fondation, et la sagesse durement gagnée que parfois les plus grands cadeaux viennent déguiser en plus grandes pertes. Alors que Tadeu partait cette nuit-là, Helena à ses côtés, je sentis fortement la présence de Mortimer. Pas comme un fantôme ou un murmure, mais comme une certitude que tout s'était déroulé exactement comme il le fallait. L'argent qu'il avait caché avait fait plus que fournir la sécurité, il avait révélé la vérité, forcé la croissance, et finalement nous avait tous conduits à de meilleures versions de nous-mêmes. 35 millions de dollars. Cela semblait un si petit prix pour l'éducation que nous avions tous reçue. Tadeu avait appris que l'argent sans caractère ne vaut rien. Laurette avait appris que les stratagèmes construits sur la cupidité s'effondrent toujours. Et j'avais appris que parfois être expulsé, c'est vraiment être libéré. La nuit de printemps était chaude de promesses. Demain, je peindrai au bord du lac, déjeunerai avec Béatrice, examinerai les candidatures pour le nouveau programme d'éthique.
Mais ce soir, je me souviendrai les bons moments avant la chute, la force trouvée dans les conséquences, et la grâce inattendue des fins qui deviennent des commencements. Ce soir, je serai reconnaissante pour chaque étape du voyage, même les douloureuses. Surtout les douloureuses. Parce qu'elle m'avait conduite ici, à ce moment, à cette vie que je n'aurais pas pu imaginer quand je me tenais sous la pluie regardant mon fils changer les serrures. Dieu merci, je ne lui avais pas parlé de l'argent. Dieu merci pour tout cela. 5 ans passèrent dans un tourbillon de buts et de paix. J'avais 96 ans maintenant, peignant toujours, nageant toujours, surprenant toujours tout le monde, y compris moi-même, avec ma vitalité. La Fondation pour l'alphabétisation était devenue un modèle national, reproduit dans 6 États. Mes mémoires avaient été publiées avec un succès modeste, tous les bénéfices allant à des œuvres caritatives. Et Tadeu, eh bien, Tadeu était devenu l'homme que Mortimer et moi avions toujours espéré qu'il pourrait être. Il avait épousé Helena lors d'une cérémonie simple dans notre ancien jardin, la maison sur Elmwood Drive transformée d'une prison de cupidité en un foyer de rédemption. Ils avaient eu une fille, Cordelia, Cora, pour faire court, qui avait les yeux intelligents de son grand-père et le menton obstiné de sa grand-mère. Regarder Tadeu en tant que père était comme le voir renaître. Il lisait constamment à Cora, lui enseignait la valeur de la gentillesse sur les possessions, et surtout, lui montrait par des actions que la famille signifiait plus que l'argent. L'homme qui avait enfermé sa mère dehors ouvrait maintenant sa porte aux voisins en difficulté, transformait le sous-sol en bibliothèque communautaire gratuite, et utilisait son histoire pour aider les autres à éviter ses erreurs. Mais le temps, comme il le fait, me rattrapait. Le diagnostic est venu lors d'un contrôle de routine, insuffisance cardiaque congestive, gérable mais progressive. Vous avez probablement une bonne année ou deux, dit doucement le docteur Kim. Peut-être plus si nous avons de la chance. Je n'avais pas peur. À 96 ans, après la vie que j'avais vécue, la mort ressemblait moins à une fin et plus à un dernier chapitre dans un livre que j'étais reconnaissante d'avoir écrit. La nouvelle m'a cependant incité à prendre des dispositions finales. J'ai appelé M. Brennan, maintenant proche de la retraite lui-même, pour une dernière grande orchestration. Je veux organiser une fête, lui dis-je. Mon dernier anniversaire, que ce soit réellement ou non. Tous ceux qui comptent devraient être là. Et j'ai quelques annonces à faire. Les préparatifs ont pris des mois. La salle de bal de Crystal Gardens a été transformée en un pays des merveilles de lumière et de fleurs. Des invitations ont été envoyées aux boursiers, aux membres du conseil de la fondation, à mes chers amis des Gardens, et bien sûr, à la famille, le genre par le sang et le genre choisi. Le soir de la fête, je portais ma plus belle robe soie argentée qui captait la lumière comme des rayons de lune. Béatrice, maintenant âgée de 93 ans elle-même, m'a aidée avec mes bijoux. Tu es radieuse, dit-elle. Comme une femme avec des secrets. Juste un de plus, admis-je. La salle de bal s'est remplie de personnes dont les vies s'étaient croisées avec la mienne de manière significative. D'anciens étudiants tenant des doctorats financés par nos bourses. Des bibliothécaires des communautés où nous avions construit des bibliothèques. Des artistes qui avaient pris des cours avec Philippe et moi. Et au centre de tout cela, Tadeu et Helena, avec Cora de 5 ans tournoyant dans une robe qui me rappelait celle que j'avais cousue pour son père il y a des décennies. Le dîner était exquis, la conversation coulait comme du champagne, et la joie remplissait la salle comme de la lumière. Mais alors que le dessert était servi, je me suis levée pour parler. La salle est devenue silencieuse, reconnaissant l'importance du moment. Merci à tous d'être venus célébrer mon 96e anniversaire. Commencez-je. Bien que si je suis honnête, ce que nous célébrons vraiment, c'est la transformation, la mienne, la vôtre, la nôtre ensemble. Il y a 7 ans, j'ai été enfermée hors de ma maison par quelqu'un que j'aimais, laissé debout sous la pluie à 90 ans. Cela aurait dû être le pire jour de ma vie. Au lieu de cela, c'était le début de ma vraie vie. Je leur ai alors raconté toute l'histoire, les millions cachés, la trahison cruelle, la liberté inattendue. Certains avaient entendu des morceaux, mais tout exposé créait une image complète de la façon dont la perte était devenue gain. Ce qui m'amène aux annonces de ce soir. Continuez-je. Premièrement, la Fondation pour l'alphabétisation recevra une dotation de 20 millions de dollars, garantissant que son travail continue longtemps après mon départ. Deuxièmement, un nouveau centre Mortimer Briscoe pour l'éthique financière sera établi avec un fonds de 10 millions de dollars, dirigé par mon fils Tadeu, qui est devenu un expert dans l'apprentissage des erreurs. Les applaudissements étaient assourdissants, mais je n'avais pas fini. Troisièmement, chaque personne dans cette salle qui a été touchée par nos programmes recevra un cadeau.
Monsieur Brennan a des enveloppes pour les boursiers, chacune contient un chèque pour rembourser complètement vos prêts étudiants. Des halètements et des cris ondulèrent à travers la foule. Des jeunes qui avaient supposé qu'ils porteraient des dettes pendant des décennies réalisaient soudain qu'ils étaient libres. Mais attendez, dis-je en souriant. Il y a encore une surprise. Je me tournai vers Tadeu, qui avait l'air perplexe. Mon fils, tu as reçu ta fiducie fidèlement ces 5 années, sans jamais demander plus, l'utilisant pour servir les autres. Ta transformation a été complète et authentique. Alors je te libère des conditions. La maison sur Elmwood Drive est à toi, libre et claire. Et il y a un fonds universitaire établi pour Cora et tous les frères et sœurs qu'elle pourrait avoir, pas des millions, mais assez pour l'éducation sans dette. Tadeu pleurait ouvertement maintenant, Elena tenant sa main. Mais c'était la petite Cora qui a fourni le moment qui nous a tous brisés. Elle a couru vers moi, a jeté ses petits bras autour de mes jambes, et a dit « Je t'aime, grand-mère de Lia. Tu es la meilleure grand-mère du monde entier. » À ce moment-là, j'ai compris ce que Mortimer avait toujours su. L'argent n'avait jamais été le but. C'était juste un outil, comme une carte de bibliothèque ou un pinceau, utile seulement dans la façon dont vous l'employez. La vraie richesse était dans cette salle. Les vies changées, les familles guéries, la connaissance que même les pires trahisons pouvaient devenir des bénédictions si vous aviez le courage de les transformer. La fête a continué après minuit, mais je me suis éclipsée sur le balcon avec Béatrice pour un moment de calme. Vous avez tout donné, observa-t-elle. Chaque centime sauf ce dont vous avez besoin pour vivre. Que ferais-je d'autre avec, demandai-je. Je ne peux pas l'emporter avec moi. Mais les bibliothèques resteront debout, les bourses continueront, le centre d'éthique enseignera. C'est assez d'immortalité pour n'importe qui. Elle serra ma main. Mortimer serait si fier. Je pense qu'il savait, dis-je. Je pense qu'il a vu tout cela d'une manière ou d'une autre. La trahison, la croissance, la rédemption. Il était toujours meilleur pour les investissements à long terme que quiconque ne le réalisait. Alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis retrouvée dans le jardin avec Tadeu. La fontaine où il avait autrefois exigé des réponses reflétait maintenant les lumières de la fête comme des étoiles dispersées. « Maman, dit-il, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Ces 5 dernières années, reconstruire ma vie, devenir père, apprendre à vivre avec intégrité, ça a été la chose la plus difficile et la meilleure que j'ai jamais faite. Tu m'as donné des limites et des conséquences m'a sauvé. Ta miséricorde, limitée comme elle l'était, m'a enseigné plus que le pardon illimité n'aurait jamais pu. Tu t'es sauvé toi-même, corrigeai-je. J'ai juste fourni le cadre. Nous nous sommes assis sur le banc, le même où notre voyage avait vraiment commencé avec sa cupidité et mes secrets. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si tu m'avais parlé de l'argent dès le début, demanda-t-il. Tous les jours, admis-je. Mais j'arrive toujours à la même conclusion. Nous avions besoin de ce voyage, aussi douloureux soit-il. Tu avais besoin de tout perdre pour trouver tes valeurs. J'avais besoin d'être poussé hors de mon nid confortable pour découvrir que je pouvais voler. L'argent nous aurait détruits si nous l'avions su trop tôt. 35 millions de dollars, médita-t-il. C'est encore difficile à comprendre. 42 millions au moment où tout sera distribué, corrigeai-je. Ton père était un investisseur très intelligent. Mais tu sais quoi? Le meilleur investissement qu'il ait jamais fait était de nous protéger tous les deux, toi de tes pires impulsions, moi de mon aveuglement permissif. Il nous aimait assez pour nous laisser lutter notre chemin vers la sagesse. Les invités de la fête partaient, criant des au revoir et des remerciements. Cora s'était endormie dans les bras d'Elena, son visage paisible et innocent. Les regardant partir en famille, entiers et en bonne santé, je ressentais le genre de satisfaction qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. Au cours des mois suivants, je me suis mise à mes derniers projets avec une énergie déterminée. La tournée des mémoires m'a emmenée dans des bibliothèques à travers le pays, où j'ai rencontré des milliers de personnes avides d'histoires de transformation. Le centre d'éthique a ouvert avec une conférence sur « Richesse et sagesse », à laquelle ont assisté des conseillers financiers et des thérapeutes. Et tranquillement, en privé, je me suis préparée pour ma propre fin. J'ai mis à jour mon testament une dernière fois, écrit des lettres à livrer après mon décès, et m'assuré que chaque détail était arrangé. Je ne voulais pas que ma mort soit un fardeau ou une bataille, mais une conclusion douce à une vie bien vécue. La dernière surprise est venue d'une source inattendue. Laurette a pris contact par l'intermédiaire d'Elena, demandant si elle pouvait amener sa nouvelle famille pour me rencontrer. Elle s'était remariée, un enseignant cette fois, pas une cible riche et avait des jumeaux.
Je veux qu'ils connaissent la femme que leur mère a lésée, écrivit-elle, et qu'ils comprennent que les excuses peuvent être vécues, pas seulement prononcées. Nous nous sommes rencontrés dans un parc par une journée ensoleillée d'avril. Les garçons de Laurette jouaient pendant que nous parlions, leur rire un contrepoint lumineux à notre histoire lourde. Je leur parle de toi, dit-elle. De comment la cupidité m'a rendue cruelle et comment tout perdre m'a enseigné ce qui comptait vraiment. Tu es un conte de mise en garde et une inspiration dans notre maison. C'était étrange, de la voir heureuse dans la simplicité, satisfaite d'une vie modeste. Mais c'était aussi la preuve que les gens pouvaient changer, que les pires versions de nous-mêmes n'avaient pas à être nos versions finales. En regardant ces enfants jouer, j'ai senti le dernier poids du ressentiment se lever de mon cœur. Tous ceux qui m'avaient fait du tort avaient trouvé leur chemin vers la sagesse. Le cercle était vraiment complet. Cette nuit-là, de retour à Crystal Gardens, je me suis assise à mon bureau pour écrire une dernière lettre. Pas à Tadeu ou Elena ou même à la chère Béatrice, mais à Mortimer. Je lui ai parlé de tout ce qui s'était passé depuis sa mort, comment son amour stratégique nous avait tous sauvés. Je l'ai remercié d'avoir vu ce que je ne pouvais pas, de m'avoir protégé même de l'au-delà. Je lui ai parlé de Cora, qui avait ses yeux et son esprit brillants. De Tadeu, qui était devenu l'homme dont nous avions rêvé qu'il pourrait être. Des milliers de vies changées par l'argent qu'il avait si soigneusement fait fructifier et cacher. Et je lui ai dit que j'étais prête à le rejoindre bientôt, non avec regret mais avec gratitude pour chaque instant de ce voyage inattendu. La lettre est allée dans le tiroir de mon bureau, pour être enterrée avec moi le moment venu. Une dernière note d'amour à l'homme dont la mort m'avait enseigné comment vraiment vivre. En me préparant pour le lit cette nuit-là, j'ai regardé autour de mon appartement une dernière fois avec une pleine conscience. Les murs couverts de mes peintures, journaux visuels de ma transformation. Les étagères bordées de livres, y compris des premières éditions achetées avec de l'argent qui avait été caché. Les photos de mes deux familles, celles que j'avais nées et celles que j'avais choisies. Tout à sa place, tout comme il se devait. 96 ans, 42 millions de dollars distribués, d'innombrables vies changées, un fils racheté, et le cœur d'une grand-mère plein d'amour pour une petite fille qui grandirait en sachant que le caractère comptait plus que l'argent. Si c'était mon héritage, c'était suffisant. Plus que suffisant. Je suis montée au lit en pensant à Mortimer, à sa promesse murmurée que je serais bien. Il l'avait considérablement sous-vendu. Je n'avais pas seulement été bien, j'avais été magnifique. Et tout avait commencé avec une porte verrouillée, un matin pluvieux, et la meilleure décision que je ne savais jamais que je prenais, garder ma bouche fermée à propos de l'argent. Dieu merci, Tadeu m'avait mise dehors. Dieu merci, j'avais gardé le secret. Dieu merci pour les millions cachés et les vérités révélées, pour les deuxièmes chances et les derniers testaments, pour le beau, terrible, parfait voyage qui m'avait ramené à la maison. Alors que le sommeil me prenait, je souris. Quelque part, Mortimer souriait aussi. Le dernier investissement avait mûri, le dividende final payé. Et quel retour cela avait été. 10 ans après le décès paisible de Cordelia Briscoe à l'âge de 97 ans, sa petite fille Cora, maintenant âgée de 16 ans, se tenait à un podium dans la branche principale de la bibliothèque de la ville. L'occasion était l'inauguration de la salle de lecture Cordelia Briscoe, financée par la Fondation pour l'alphabétisation qui continuait à prospérer. Dans ses mains, Cora tenait une lettre que sa grand-mère avait écrite pour être lue ce jour précis. « Chère Cora », lut-elle, sa voix claire et forte comme celle de sa grand-mère l'avait été. « Si tu lis ceci, alors tu es assez âgée pour comprendre l'histoire complète de notre famille, la cupidité qui a failli la détruire et l'amour qui l'a sauvée. À présent, ton père t'aura dit comment il m'a un jour enfermée hors de ma maison, choisissant l'argent plutôt que sa mère. Ce n'est pas une vérité facile à entendre sur quelqu'un que tu aimes, mais c'est une vérité importante. Nous avons tous la capacité pour une grande cruauté et une grande gentillesse. La différence réside dans quel loup nous choisissons de nourrir. Ton grand-père Mortimer le savait quand il a caché 42 millions de dollars de nous tous. Pas par dépit, mais par sagesse. Il comprenait que l'argent est comme le feu, essentiel pour la chaleur et la lumière, mais dévastateur s'il devient incontrôlable. Ton père a dû tout perdre pour apprendre cette leçon. J'ai dû être trahi pour découvrir ma propre force. Parfois, les pires choses qui nous arrivent deviennent les plus grands cadeaux que nous recevons. Tu portes mon nom, chère Cora, mais j'espère que tu seras plus sage que je ne l'étais. J'ai passé 70 ans à aimer aveuglément, à mal permettre, et à éviter les dures vérités. Il a fallu avoir 90 ans et être abandonné pour enfin voir clairement. Commence plus tôt. Aime avec les yeux ouverts. Donne avec des limites.
Et toujours, toujours souviens-toi que ta valeur n'a rien à voir avec ton compte bancaire et tout à voir avec ton caractère. La Fondation pour l'alphabétisation continuera son travail longtemps après que nous soyons tous partis. Le centre d'éthique enseignera aux générations la vraie valeur de l'argent. Mais mon plus grand héritage n'est pas dans les institutions ou les dotations, c'est en toi. Tu es la preuve vivante que les gens peuvent changer, que les familles peuvent guérir, que les pires erreurs peuvent être transformées en plus grandes bénédictions. Ton père est passé d'un homme qui enfermerait sa mère dehors à un homme qui ouvre sa porte à quiconque dans le besoin. Cette transformation vaut plus que tous les millions cachés en Suisse. Alors lis voracement, aime sagement, et donne généreusement. Oppose-toi à la cupidité partout où tu la trouves, surtout en toi-même. Et si tu te sens jamais perdu, souviens-toi que parfois être enfermé dehors, c'est vraiment être libéré. Tout mon amour, grand-mère de Lia. PS, il y a un autre secret que je n'ai jamais dit à personne, pas même à ton père. Le matin où il m'a enfermé dehors, je me tenais sous cette pluie et j'ai presque cédé. J'ai presque parlé de l'argent juste pour rentrer. Dieu merci pour l'ange qui a retenu ma langue. Dieu merci pour le silence qui nous a tous sauvés. Cora plia soigneusement la lettre, des larmes coulant sur son visage. Dans le public, son père Tadeu était assis avec Elena, leurs 3 enfants, et des dizaines de boursiers. La femme qui avait été enfermée dehors sous la pluie avait construit quelque chose qu'aucune serrure ne pouvait contenir, un héritage d'alphabétisation, d'amour, et de la sagesse durement gagnée que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous thésaurisons, mais dans ce que nous partageons. La salle de lecture Cordelia Briscoe fut inaugurée ce jour-là, mais son vrai monument se trouvait dans chaque bibliothèque construite, chaque étudiant éduqué, chaque famille qui apprenait à valoriser l'amour plus que l'argent. 42 millions de dollars avaient construit tout cela. Mais cela avait commencé avec quelque chose d'inestimable, la décision d'une mère de garder un secret, la prévoyance d'un père de protéger sa famille d'elle-même, et le voyage d'un fils de la cupidité à la grâce. Alors que la cérémonie se terminait et que les gens se dispersaient parmi les livres que Cordelia avait tant aimés, Cora de 10 ans s'attarda. Elle sortit un carnet usé, le dernier cadeau de sa grand-mère, et commença à écrire sa propre histoire. La première ligne vint facilement. Je m'appelle Cora Briscoe, j'ai 16 ans. Et je vais vous parler de la grand-mère qui m'a enseigné que les meilleurs investissements ne sont pas dans les banques ou les obligations, mais dans devenir quelqu'un digne de la richesse qui nous est donnée. Le cycle continuait, mais c'était un cycle différent maintenant, un cycle de sagesse transmise, de leçons apprises, et de la compréhension que parfois la plus grande fortune est de découvrir ce qui compte vraiment. Quelque part, Cordelia et Mortimer regardaient sûrement, se disputant probablement sur qui avait mieux planifié, s'accordant certainement que tout s'était déroulé exactement comme il le fallait. 42 millions de dollars. Une porte verrouillée. Des transformations infinies. Dieu merci pour tout cela. Fin.